Le futur du travail nous amène à accepter cette réalité. Nous allons travailler dans des équipes de plus en plus diversifiées. Diversifiées d'abord du point de vue des âges. On nous dit qu'une petite fille qui naît en France aujourd'hui a une chance sur deux d'être centenaire. Donc dans notre vie, dans nos organisations, dans le champ du travail, dans celui de la famille, nous allons vivre une coexistence générationnelle de plus en plus aiguë et peut-être des façons d'appréhender l'autre de plus en plus diversifiées. Cet enjeu générationnel, il percute le rapport au temps. Nous vivons peut-être avec des personnes digitales, numériques, qui accélèrent notre rapport au temps et qui veulent des réponses beaucoup plus vite que ce que dans le passé nous avons pu connaître. Rapport au temps nouveau, rapport à l'espace, rapport à l'autorité, peut-être même évolution du sens du travail par rapport à ces enjeux de génération. Ce premier axe, en fait, la coexistence des âges au sein des équipes, c'est de toute évidence un premier défi. Deuxième défi, nous allons travailler aussi de plus en plus à distance. Et donc, comment créer de la confiance avec des personnes avec lesquelles on travaille, mais que l'on ne voit pas physiquement, quotidiennement? Comment passer des consignes bien comprises à des personnes en fait qui ne sont pas les yeux dans les yeux et donc qui nous invitent en fait à évoluer dans d'autres techniques de communication. Enjeu générationnel, enjeu de la confiance et du travail à distance, et puis troisième enjeu, le télétravail, le home office, la possibilité d'être en multirésidentialité. Ça, c'est quelque chose aussi qui va nous amener à transformer l'organisation. Quatrième enjeu, pour la première fois, on signe un partenariat avec un acheteur dans une autre langue de travail. C'est un phénomène qu'on baptise d'internationalisation sur place. Il convient donc que les équipes aussi se forment à cette pratique linguistique nouvelle, avec un fournisseur, un sous-traitant, qui nous amène aussi à changer notre regard. Cinquième enjeu de diversité, intégrer constamment dans nos équipes des personnes qui, dans leur trajectoire de vie, ne sont pas toujours les mêmes que celles avec lesquelles on travaille. Je pense à l'intégration de personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles. Je pense tout simplement aussi à des candidats qui, quand ils envoient un CV, n'ont pas forcément les mêmes chances que les autres par rapport à leur apparence physique, leur couleur de peau, leur supposée croyance cultuelle ou religieuse ou une absence de diplôme. Et donc il convient en permanence, pour créer de l'égalité, de lutter contre des formes sournoises parfois de discrimination et faire vivre en fait plutôt l'exploration que la confirmation. Ces équipes de plus en plus diversifiées sont pour le manager, pour ceux qui participent à la création de valeur dans une organisation, sont un enjeu que j'appelle interculturel. Quand on travaille avec quelqu'un, il y a trois manières de traiter les différences. La première, on pourrait l'appeler monoculturelle. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. Je veux absolument, en fait, que tu respectes mon modèle car je suis convaincu que c'est le bon. Le siège et la filiale, une capitale et une région, un ancien et un jeune, quelqu'un qui est supposé diriger et quelqu'un qui est supposé répondre à cette direction. Cette approche monoculturelle, elle a des limites évidentes. Elle crée des résistances. Elle invite à ne pas tirer parti de profils que nous allons appeler ensemble talentueux. L'approche monoculturelle, on pourrait dire que le verbe fort, c'est assimiler. Deuxième perspective, et à l'occasion d'un projet de transformation, à l'occasion même d'un déménagement physique des équipes de travail, c'est un enjeu. Deuxième perspective, multiculturelle. On travaille ensemble, mais on reste côte à côte. On ne se connaît pas vraiment. À la limite, on n'a pas vraiment envie de se connaître parce que tous les matins, tous les soirs, on chemine en fait dans des couloirs, on chemine dans des espaces de travail qui font qu'on ne se rencontre pas vraiment. Il n'y a pas de projet collectif qui nous amène à travailler vraiment ensemble. On pourrait dire que le verbe fort de cette approche multiculturelle, c'est coexister, cohabiter, vivre côte à côte. J'en vois parfaitement le danger. Au premier étage, un département, la comptabilité, le contrôle de gestion. Au deuxième étage, le marketing. Et au troisième étage, la logistique, par exemple. Troisième perspective, celle que nous appelons de nos voeux, c'est une perspective interculturelle où l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. Et dans cette perspective interculturelle, on accueille, on s'étonne volontairement, on crée des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre,
Et progressivement, on est parfois saisi de vertige aussi, hein, sur des questions qui nous désarçonnent, hein, ou sur des habitudes qui sont nouvelles, hein, ou sur des pratiques de communication à distance via les écrans, via les machines, qui ne sont pas pour nous au début habituelles. Il faut accepter en fait ce vertige et le transformer en quelque chose de plus maîtrisé. Eh bien, l'approche interculturelle, c'est une approche où on se transforme au contact de quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Je voudrais insister sur cette notion de talent. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un d'abord qui n'a pas d'âge, car le talent n'a pas d'âge. Il dépend en fait de l'environnement apprenant des équipes de travail. Rimbaud l'a perdu à 18 ans ou 19 ans, son art poétique, son talent poétique. Chateaubriand écrivait jusqu'à 73 ou 74 ans. Claude Lévi-Strauss a produit en fait dans son domaine d'activité de très beaux textes jusqu'à 99 ans, je crois. Le talent n'a pas d'âge. Il dépend de ce que nous sommes capables de créer comme environnement apprenant, ce que le philosophe Michel Serres appelle l'éducation de l'audace. Nous avons chacun une responsabilité, c'est celle de protéger un talent. Et un talent, c'est quelqu'un qui fait à haut niveau de contribution, c'est quelqu'un donc qui est excellent, c'est quelqu'un qui est différent, son approche est différente de la mienne, elle m'étonne, elle me désarçonne, elle me contraint parfois. Et un talent, je voudrais insister là-dessus, sinon excellent, différent, c'est la guerre de tous contre tous, et d'une certaine manière la compétition, toujours le risque, voire même la tentation permanente d'écarter le talent, car il nous renvoie souvent à notre incompétence consciente. Un talent, troisième caractéristique pour moi très important, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'organigramme, c'est quelqu'un qui fait vivre l'énergigramme. C'est quelqu'un qui crée des liens avec des personnes de tout niveau hiérarchique, ce n'est pas le problème. C'est quelqu'un qui transmet tour de main, bonne pratique et coup d'œil, et qui le transmet en fait avec un espoir de retour, le don, le contre-don et la réciprocité de l'échange. Un talent, souvent dans nos organisations, il faut y veiller. Excellente, différente et généreuse, d'abord on ne le sait pas au départ. C'est le temps qui va faire germer en fait un talent. C'est la confiance qu'on va lui donner. Et un talent, je voudrais insister là-dessus aussi, c'est pas tout se vaut. Hein. Il convient en fait, quand on a la chance de travailler avec des personnes qui veulent apporter beaucoup, de fixer un cap, donc de dire pourquoi on est là, quel est le sens même de cette transformation que nous vivons dans l'organisation, l'étoile, le cap, et un cadre. J'insiste beaucoup là-dessus. Le cadre, c'est explique-moi comment nous faisons et donne-moi du temps pour donner des réponses, non pas simplement sur la stratégie, mais aussi sur comment on fait pour réaliser cette tâche. Notamment avec des gens qui peuvent être très impatients ou qui peuvent vouloir communiquer un peu dans l'urgence via les écrans ou des nouvelles modalités technologiques. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est la contrainte parfois que l'on pose en tant que manager au départ qui va rendre l'organisation et les équipes autonomes ou tout simplement les habiliter. Et c'est très important. Ce n'est pas tout se vaut l'interculturel. C'est la construction ensemble, peut-être même la co-construction d'une intelligence collective qui fait que puisqu'on a fixé le cadre, un espace de parole avec des règles du jeu, on va pouvoir avoir une construction de l'autonomie et des formes d'indépendance. Un talent, souvent dans nos organisations, il faut y veiller, c'est quelqu'un qui peut être mis à l'écart ou mis en retrait, particulièrement au moment où l'organisation se redessine, où les liens de confiance, parce qu'on a déménagé, parce qu'on vit dans d'autres espaces physiques, font que on a moins l'habitude de se croiser à nouveau. Il convient de protéger les talents, il convient de faire vivre ces univers de parole dans lesquels le manager s'inscrit pour changer aussi sa perspective et passer des messages pertinents. Il convient tout simplement, je crois, de faire vivre ce que j'appelle avec beaucoup de mes collègues une perspective interculturelle, c'est-à-dire devenir un manager intégrant.